Et nous voilà dans la cabine 5184, en très bonne compagnie, parce que nous venons rencontrer Jean Jouzel. Bonjour Jean. Bonjour Marie, bonjour Thierry. Merci de nous recevoir. Alors, bon, ça me fait, je vous l'ai déjà dit, particulièrement chaud au cœur de vous interviewer, parce que j'espère prendre la suite. Oui. Vous avez fait pendant 30 ans beaucoup œuvré, et vous avez beaucoup inspiré. Et on prendra le relais, il y a du monde qui vient derrière vous. C'est très bien. Alors dites-nous, vous êtes venu ici avec encore ce même message. Après 30 ans, c'est quoi votre recette pour être toujours aussi frais et, oui, c'est vrai, merci. Et pas blasé? Merci, mais non, c'est un peu vrai qu'on pourrait être blasé parce que, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment, et il y a un article qui est paru récemment, il y a quelques semaines, montrant les premières simulations, disons revenant sur les premières simulations climatiques à la fin des années 80, et montrant clairement que nous sommes, je dirais presque malheureusement, sur des trajectoires de réchauffement telles qu'elles étaient envisagées il y a 30 ans. Ça montre un peu la crédibilité qu'on doit accorder aux projections des climatologues, à partir de modélisation du climat. Et je crois que ça renforce cette idée. Bien sûr, il y a des incertitudes dans les détails, mais globalement, cette idée de réchauffement que nous évoquions il y a 30 ans, avec des chiffres de 3 degrés, des réchauffements de 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle, des élévations de niveau de la mer de 65 cm, eh bien, nous sommes toujours sur cette trajectoire. Et je dirais presque que tout était dit dans le premier rapport du GIEC, pour redire ça. Alors, pourquoi? D'abord, pourquoi j'ai gardé un enthousiasme? D'abord parce que du point de vue du côté de la recherche elle-même, c'est vraiment enthousiasmant. Moi, j'ai commencé ma thèse il y a maintenant 49 ans, et j'ai toujours vécu, et je continue d'ailleurs à vivre la recherche comme une aventure enthousiasmante. C'est vraiment un métier merveilleux. Je le dis aux jeunes parce que j'espère que beaucoup souhaiteraient se diriger vers la recherche. C'est merveilleux dans nos domaines parce qu'il y a à la fois, bien sûr, l'intérêt d'aller sur le terrain. Je suis allé en Antarctique, mais surtout beaucoup au Groenland, 5 fois au Groenland, d'aller sur le terrain, du travail de laboratoire, justement, de faire de la modélisation et finalement d'être plongé dans une science qu'on a envie de partager, hein, aussi bien avec les décideurs politiques qu'avec le grand public. Ici, ici il y a des gens qui sont venus pour écouter les interventions sur l'environnement, ce qui était une partie du projet. Et on a eu quand même des gens extrêmement attentifs et j'espère qu'ils repartiront avec ces témoignages, et que ça ira au-delà du témoignage, mais que ça les aidera à rentrer dans l'action. Et est-ce que, avec votre recul, c'est difficile de voir l'histoire quand on y est, mais est-ce qu'il y a un tournant, une accélération avec le nouveau gouvernement, oui. Voilà, les accords. Comment je situe alors? Oui, je ne vais pas refaire l'histoire, mais globalement, pendant les années 80, les années 80, c'est vraiment l'alerte, hein, donc la création du GIEC, la Convention climat dans la foulée 92. Les années 90, beaucoup de scepticisme. Un premier tournant pour moi, c'est alors la prise de conscience en France. Donc c'est vraiment la canicule de 2003. Les gens ont commencé à comprendre que le climat pouvait être effectivement dangereux. Il y a quand même on a recensé 15 000 morts supplémentaires. Et puis aussi, c'est du côté des entreprises, c'est à peu près à la même époque, 2005, que Nicolas Stern publie son rapport disant clairement que ne rien faire en termes de, ne pas lutter contre le réchauffement climatique est économiquement plus coûteux que de rentrer dans l'action. Et ça a marqué aussi les entreprises, hein, là, je veux dire, à ce moment-là. Et puis, le tournant, pour moi, l'accord de Paris est un tournant, en tout cas pour notre pays. Je crois que, globalement, je pense que c'est une des réussites du quinquennat de François Hollande. Et je pense qu'en gros, les Français se sont appropriés l'accord de Paris d'une certaine façon. C'était un véritable tournant. Et je crois que depuis l'accord de Paris, il y a plus d'écoute des entreprises, des citoyens. Et bien sûr, le fait que Emmanuel Macron est arrivé aussi dans un contexte assez tendu, hein, juste pratiquement au moment de l'annonce du retrait des États-Unis
de l'accord de Paris. Il a su réagir de façon extrêmement claire. Il a aussi compris qu'il a, à travers la lutte contre le réchauffement climatique, un levier politique très important, par exemple au niveau de l'Europe, c'est très clair. Donc je veux dire, je ne lui reproche surtout pas d'avoir une vision politique, c'est justement ce qu'il faut avoir. Je pense que c'est ce dont on manque, hein. Donc je ne lui reproche pas ça, mais c'est clair qu'il a aussi, rapidement compris que, en reprenant presque à son compte l'accord de Paris, c'est ce qu'il a un peu fait, hein, d'une certaine façon, eh bien, il a aussi là un levier pour agir au niveau européen et puis aussi pour que la France soit présente ou reste présente sur la scène internationale. Donc voilà, et bon, on voit bien que la nomination de Nicolas Hulot a été un geste. Bon, il n'a pas mis cela vraiment très en avant dans sa campagne électorale, hein. D'ailleurs, j'ai plutôt soutenu Benoît Hamon, qui pour moi était très clair, aussi très clair sur l'Europe, hein, qui était très clair dans sa politique environnementale, mais disons, Emmanuel Macron est passé, il n'a pas fait de discours, il est passé directement aux actes, et disons le premier acte fort qu'il a fait, c'est de nommer Nicolas Hulot quand même comme ministre d'État, disons à la transition et à la transition solidaire. Je ne sais jamais le remettre, à l'écologie et à la transition solidaire. Voilà, je crois que c'est ça. Faut pas que je me trompe. Mais donc c'est vrai que c'est une... Bon, il n'en a pas beaucoup parlé pendant sa campagne, mais il a tout de suite, je crois qu'il a compris l'intérêt, et je pense on a eu le plaisir il y a une quinzaine de jours, j'étais une quinzaine invité à l'Élysée, on a passé 2 heures donc avec Emmanuel Macron. Bon, j'avais l'honneur d'être juste face à lui. Il a vraiment été très à l'écoute. Il a aussi laissé intervenir Nicolas Hulot et puis ensuite Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche, sur l'aspect recherche, mais c'était aussi une démarche qu'on apprécie. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une réunion ministérielle sur le climat à Paris. Enfin, bon, voilà, donc ça va au-delà de la déclaration. Justement, il n'a pas fait de déclaration, ce qui est fort, mais dans l'action, il semble qu'il ait pris, en tout cas, enfin, disons, depuis son élection, ce thème comme un des thèmes forts de son quinquennat. Et oui, comme à bord du bridge, il y a aussi le numérique, on a pas mal parlé de la Startup Nation, donc Emmanuel Macron qui a le sens des formules. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait nous sortir une Climate Nation? Est-ce que la France a le rôle de leader? Là, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu l'appel aux chercheurs. Oui, il y a l'appel aux chercheurs américains qui n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. On va voir, c'est un peu difficile, mais on va voir. Enfin, disons, dans notre institut, par exemple, on a déjà, je crois, 4 candidats. Donc, voilà, donc... oui, enfin, je veux dire, il y avait bon, je dirais qu'il bénéficie de l'accord de Paris, enfin du fait que l'accord de Paris était en France. Il ne pourrait probablement pas avoir la même dynamique. Je dirais que si la COP 21, un accord avait été signé à Berlin donc je veux dire, oui, ça facilite nettement donc il construit autour de toute cette dynamique qui a été quand même extrêmement positive. Alors c'est un premier accord universel, on sait bien, c'est disons le manque, enfin disons qu'il faut en relever l'ambition, c'est ça la difficulté par rapport disons à la décision de Trump de le quitter. Les vraies difficultés vont commencer en 2018-2019 quand on va essayer de remonter l'ambition de l'accord, et que ça va être très difficile de dire aux pays qui sont dans l'accord bien remontez votre ambition alors que le deuxième pays émetteur n'est plus dans le bateau, hein. Ça va être assez difficile. Et le rôle de l'Europe, parce que là on parle de la France, mais est-ce que l'Europe elle est moteur de la L'Europe a été assez timide à Paris, mais enfin, bon, disons, ils ont bien soutenu l'accord quand même. La preuve, c'est que bon, il a été signé. L'Europe était plus dynamique au départ, avait moins de difficultés. C'est vrai que l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, largement charbonniers, Pologne, enfin, a rendu un peu cette dynamique de l'Europe qui a toujours d'ailleurs aussi, disons, comme objectif, le livre blanc, c'est toujours objectif facteur 4 à horizon 2050 pour l'ensemble de l'Europe. On voit bien les difficultés auxquelles cette politique fait face suite à, disons, à l'élargissement de l'Europe. Et il faut quand même dire que, enfin bon,
l'accord des 3 fois 20, c'est-à-dire l'objectif des 3 fois 20 pour 2020, disons le fait qu'il ait été signé, doit beaucoup au dynamisme de Nicolas Sarkozy en 2008, quand la France a été président, enfin disons présidé l'Europe, et Nicolas Sarkozy a réussi à emmener le morceau, mais on a vu la difficulté. Et on voit d'ailleurs la difficulté aussi dans la réalisation. Tous les objectifs ne seront pas probablement atteints en 2020, et il faut aller beaucoup plus loin. Alors l'Europe a aussi affiché moins 40%. Disons en 2030 en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la France a suivi, donc la politique de l'Europe est là. Moi, j'aimerais beaucoup alors il m'arrive souvent de dire dans mes conférences que disons, disons, les pays qui prendraient le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique prendra le leadership mondial. Pour moi, c'est très clair, économique, et c'est ce que Trump, c'est une erreur magistrale de Trump du point de vue purement économique, sans parler de l'écologie. Il est en train les États-Unis sont la première nation toujours en termes d'économie, mais je crois qu'il est en train de perdre le leadership. Et qui peut le reprendre? Eh bien, la Chine ou l'Europe, pas la France toute seule, c'est bien sûr, c'est l'Europe qui peut le reprendre, qui a la taille suffisante. C'est vrai que c'est un gros paquebot actuellement. Oui, quel organisme il y a sans doute beaucoup d'organisations qui portent le sujet du climat au niveau européen, mais... Oui, disons que les ambitions ont été affichées, ne serait-ce que pour 2030. Il faudrait quand même les mettre en œuvre. Déjà, ce qui manque à l'Europe, par exemple, et il se fait qu'on a fait un rapport sur la transition énergétique au Conseil économique, social et environnemental, ce qui manque à l'Europe, pour moi, c'est une véritable politique énergétique. Une véritable politique énergétique, et ça serait une force de l'Europe. C'est d'ailleurs, François Hollande l'avait envisagé, mais ça ne se fait pas. Et je ne pense pas que Alors, quand on parle de véritable politique énergétique, c'est pas simplement s'échanger de l'électricité qu'on a plus ou moins. Ça, c'est pas suffisant. C'est vraiment voir, disons, l'Europe de l'énergie en 2050 telle qu'elle sera, faire des investissements, des recherches ensemble. Et je pense que ce serait vraiment un pas en avant important si on construisait une Europe de l'énergie. Donc voilà, parce que c'est quand même les 3 quarts des émissions. Bien sûr, il y a l'Europe agricole aussi qui doit aussi adhérer à cette lutte contre le réchauffement climatique, se réinventer. Voilà. Mais disons que justement, pour répondre à la question qui fait la politique en Europe, malheureusement, il y a des objectifs, mais il n'y a pas de véritable politique, puisqu'il n'y a pas de politique de l'énergie, politique commune de l'énergie. Ça, il n'y a pas comme le CESE en France, il n'y a pas... Si, il y a un conseil, ça c'est consultatif, le Conseil économique européen existe, le Conseil économique, alors il s'appelle CES, le Conseil économique et social, il n'y a pas le mot environnemental, mais je peux donner l'exemple, on en est fiers d'ailleurs, disons que au Conseil économique, social et environnemental français, nous venons disons, j'étais co-rapporteur d'un avis sur la justice climatique, parce que pour nous, c'est la principale conséquence du réchauffement climatique quand on regarde pas point par point, mais c'est le risque d'accroissement des inégalités. Ouais. Et ça vaut bien sûr entre pays du Sud, pays riches, pays pauvres, mais ça vaut aussi à l'intérieur d'un pays. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique sont aussi les couches les moins aisées de la population. Et pourquoi on est fiers? Mais parce qu'on a fait cet avis il y a quelques mois maintenant. On l'a publié avec une collègue juriste, Agnès Michelot, et dans la foulée, le Conseil économique et social européen est en train de reprendre, de faire un rapport sur la justice climatique en Europe. Donc voilà, il y a quand même bien sûr des avis qui sont donnés, mais il n'y a pas vraiment, ce sont les ministres de l'environnement qui se réunissent. Donc il y a eu, on a bien vu au niveau mondial, la difficulté dans les préparations du G7. On va voir, il y a pratiquement les 2 dernières, depuis que Trump est au pouvoir aux États-Unis, toutes les réunions internationales, soit la préparation, soit le G7, il n'y a pratiquement pas eu de communiqué final dans lequel le climat soit mis en avant, et ça risque, donc on va vers, je crois que c'est le G20 dans quelques jours maintenant, en Allemagne, et ça risque d'être pareil, et ça au niveau international c'est quand même extrêmement dommageable. Et bon, là-dedans, l'intérêt de l'Europe, et pourtant l'Europe a une force en termes, c'est que, alors il n'y a pas de politique de l'énergie, par contre ce que peu de gens sachent peut-être, c'est que
au niveau des négociations climat, au niveau des négociations, les négociations ne sont pas menées par les pays européens indépendamment, mais par l'Europe. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai eu la chance de participer à toutes les COP depuis dans les 15 ou 16 dernières, depuis 2001 en fait. Donc, j'en ai fait 16 maintenant. Oui, ça doit être ça. Eh bien, donc à chaque fois, c'est disons, le pays qui préside l'Europe qui conduit les négociations. Il y a d'abord une pré-réunion de l'ensemble des pays et c'est vraiment l'Europe qui porte les négociations. C'est quand même une force. Donc il y a cette force de l'Europe. Voilà, mais la force de l'Europe depuis justement, disons, les difficultés liées à... On les comprend, c'est pas pour être accusateur, mais bon, il y a des pays charbonniers disons, qui ont plus de mal à changer leur économie que d'autres. Et l'Europe est un peu moins dynamique depuis 7-8 ans qu'il ne l'était avant, en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, une dernière question, parce qu'en venant dans votre cabine, on aperçoit, et c'est peut-être pas ça, mais que vous écrivez, et c'est le propre d'un chercheur d'écrire. Et je vous demandais si il y a un nouveau livre en préparation. Vous m'avez dit oui. Alors, je peux dire sur quoi j'écris quand même. C'est pas complètement anecdotique, puisqu'on m'a demandé, donc il y a Al Gore qui vient de sortir son nouveau film, et on m'a demandé d'écrire un court texte pour accompagner la sortie du film en France. Il sera en novembre. J'ai vu ce film. J'ai eu la chance de rencontrer Al Gore. Et disons, voilà, j'ai quand même une certaine admiration pour son travail, en particulier parce que lorsque j'étais à la NASA dans les années 80 et on parlait déjà d'Al Gore qui était jeune sénateur. Ce que je veux dire, c'est qu'Al Gore s'est intéressé à ces problèmes de très loin et c'est pas du tout, en tout cas, il a une continuité dans les idées qu'il poursuit dans ce second film, et c'est intéressant. Donc voilà. Vous pourriez réécrire le monde si Al Gore avait été élu. Ouais, voilà, mais oui quand même. Ça aurait été. Je veux dire, je dis souvent dans mes conférence grand public, le protocole de Kyoto était tout à fait dimensionné à l'époque par rapport à, disons, aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pas le protocole lui-même qui était mal conçu, c'est le fait il a échoué, en partie dans ses objectifs parce que, disons, alors on n'est pas dans le même cas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis ont ratifié, là ils n'avaient que signé, donc voilà, donc ils n'étaient pas complètement engagés dans le protocole de Kyoto, mais c'est vrai que le fait que George Bush a dit, dès qu'il a été élu, on ne s'engagera pas, on ne ratifiera pas le protocole de Kyoto, a signé un peu l'arrêt de mort du protocole. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Donald Trump par rapport à l'accord de Paris, mais c'est vrai que je pense vraiment que si Al Gore avait été élu, la situation aurait été différente, même si ça lui aurait été difficile d'entraîner complètement les États-Unis, mais on voit bien que ça aurait, disons, la dynamique serait différente. Alors, excusez-moi, donc alors le livre, oui, alors le livre à suivre, oui, donc un projet de livre, bien sûr lié au climat. Donc voilà, je vais à la rentrée, on va rentrer sur Paris et je vais aller signer un contrat avec Odile Jacob, donc sur un livre avec Pierre Laroutourou. Alors Pierre Laroutourou, c'est lui qui a créé Nouvelle Donne, donc j'en suis assez proche, en fait on est assez amis, et donc une des idées fortes de son disons, de sa stratégie politique, ce qu'il aimerait mettre en œuvre, qu'elle soit mis en œuvre, c'est vraiment un plan, disons presque un plan Marshall sur le climat. C'est l'idée des 1000 milliards sur le climat. Et donc, il a envie encore de remettre cette idée. Je pense que c'est vrai, il faut des investissements massifs dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'adaptation. Et il y a possibilité d'investir avec à la clé des créations d'emplois. Donc voilà, donc c'est ça l'idée. Donc ce livre va reprendre, donc avec Pierre, on va reprendre, évidemment moi je m'applique plus sur la partie climat. Et voilà, c'est ça l'idée du livre, à la fois de réexposer l'urgence actuellement, parce que depuis le dernier livre qu'on a écrit, c'était juste avant l'accord de Paris, il y a toujours des choses nouvelles, on voit bien. Bon, par exemple, je disais jusqu'ici que dans nos pays, le réchauffement climatique est perceptible, mais n'est pas dangereux. Or, on peut se faire une réflexion. Par exemple, il y a 15 jours, 3 semaines, les incendies au Portugal sont clairement liés à cette canicule, disons, à la sécheresse, et on voit bien que c'est un des risques dans nos régions. Il y a eu en Espagne la semaine dernière. Voilà, donc je disais souvent que dans nos régions, il était perceptible, pas encore dangereux, mais je crois qu'effectivement, on peut un peu tirer la sonnette d'alarme, y compris dans nos régions. C'est ça, bien sûr, dans d'autres régions du monde. Donc, dans ce livre, dans cet ouvrage, je ferai plus une partie climatique, voilà,
donc bien sûr revenir un peu sur l'accord de Paris, sur la nécessité de l'action, sur le rôle justement des entreprises, sur la dynamique. Voilà, et Pierre, bon, on essaiera de nouveau de mettre sur la table cette idée d'investissement massif pour la lutte au niveau européen, hein, c'est cela dont on parle, d'investissement massif sur des environnements très importants, très visibles, sur la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation, tout ce qui touche à disons, ce ne sont pas simplement des innovations technologiques, il y a aussi des innovations sociales. Voilà, donc c'est important, la créativité, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mes conférences ici, et que c'est finalement assez enthousiasmant pour les jeunes d'avoir, enfin je l'espère, d'avoir à faire cette transition. Et donc c'est pour ça que je dis souvent ça. Je confirme que c'est très enthousiasmant. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de dire. C'est ce qu'on essaiera aussi de dire dans ce livre, je pense, mais aussi que bon, si les investissements étaient vraiment dirigés, disons, il faudrait, pour réussir à maîtriser, à lutter contre le réchauffement climatique, que tous les investissements s'inscrivent dans cette perspective. C'est-à-dire, et ça, c'est... Voilà. Merci Jean, vraiment, pour ce témoignage et puis de nous avoir reçus dans votre cabine. Merci Marie, merci Thierry. On arrive à bientôt demain à New York, fin de ce voyage, et que ça continue. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, oui. Ouais, beaucoup de souvenirs. J'ai passé, justement, moi j'ai passé 2 ans à New York pratiquement, enfin disons à la NASA. Donc il y a une personne qui était quand même une personnalité dans la lutte contre le réchauffement climatique, Jim Hansen, qui est vraiment une personnalité, puisqu'il s'implique jusqu'à être, disons, il va témoigner dans tous les... disons, là où il peut témoigner, dans tous les procès que certaines associations font. Jim est toujours présent, il a même été emprisonné quelques jours, c'est vraiment une figure. Enfin, il n'est plus directeur du GIS, mais j'ai eu la chance de le côtoyer pendant une vingtaine d'années, ça m'a beaucoup apporté. Des gens à New York aussi, comme Wally Broker, sur vraiment des personnalités. Et donc je retourne toujours à New York avec beaucoup de plaisir. Et puis c'est une ville extrêmement agréable, autrement. Eh bien, merci et bonne fin de croisière. Merci.